Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle sur votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, l'ambassadeur Aïd Moussa Yahya fait écho de la conscience de l'UNESCO. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, l'Égypte a confirmé que l'aide humanitaire allait pouvoir entrer dans la bande de Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, les comités nationaux des pays d'Afrique francophone de l'atelier régional du programme Mémoire du Monde organisé par l'UNESCO en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture ont visité hier, à l'issue des travaux de l'atelier, les sites dits de mémoire de Djibouti tels que le mémorial du barrage de Djibouti, EGA, musée retraçant le passé colonial et historique du pays, ainsi que la Bibliothèque nationale et Archives nationales de Djibouti. Rappelons que cette visite guidée riche en immersion a permis aux présidents des comités nationaux de 12 pays d'Afrique francophone de s'imprégner de l'histoire de Djibouti dans sa lutte pour l'accession à l'indépendance, mais aussi des voies et moyens mis en pratique pour sauvegarder, préserver le patrimoine historique et culturel. Pour rappel, le programme Mémoire du Monde, initiative de l'UNESCO mise en place depuis 1992, impliquant la participation de plusieurs pays par la voie des comités, entend à protéger, préserver et promouvoir l'accès au patrimoine documentaire de l'humanité dont Djibouti fut cette année le pays hôte pour la tenue de l'atelier régional. Et à cette fin, une soirée de clôture a eu lieu à l'Escale internationale hôtel au profit des participants de l'atelier qui a vu la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momin Assowe. Durant la première journée, étudier en profondeur l'instrument normatif dédié au patrimoine documentaire qui est la recommandation de 2015 concernant le patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique, en matière de préservation et d'accessibilité. Donc dans cet accord, dans cet instrument normatif, il y a l'engagement qu'avaient pris les États, tous les États, les 194 États, de faire rapport chaque année, avant le mois de novembre, rapport donc sur la mise en œuvre nationale de cette recommandation. Et j'espère qu'à l'issue de cet atelier, Djibouti, donc, fera partie des pays, des rares pays, Madame la ministre, qui ont eu à faire ce rapport et servira de modèle aux autres. À l'occasion de notre atelier régional, et c'est notre première rencontre actuellement, une première rencontre des comités nationaux des pays francophones d'Afrique qui a lieu les 2 derniers jours à Djibouti. Au cours des travaux des 2 derniers jours, nous avons effectivement pu constater le dynamisme que vous avez apporté au secteur de la culture depuis votre nomination, bien évidemment en y apportant la jeunesse, mais aussi des personnes qui sont engagées, qui sont passionnées par la promotion de la culture. Et nous avons pu voir ça au cours des 2 derniers jours des travaux à travers les interactions, les discussions, les questionnements qu'on a eus de qui devrait composer le Comité national Mémoire du Monde à Djibouti, mais aussi les visites que nous avons pu faire au mémorial, mais aussi à ce magnifique bâtiment des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a relevé dans son discours l'importance de la conservation des mémoires, de la volonté du chef de l'État à impulser ce domaine à travers différentes initiatives et de l'importance que revêt le patrimoine documentaire afin de le léguer aux générations futures. Tous, comme on se salue ici à Djibouti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Donc soyez le bienvenu dans notre beau pays, Djibouti, qui est vraiment une véritable porte ouverte sur la région, les continents, mais aussi sur le monde.
Et nous y sommes très conscients et je vous assure, c'est une responsabilité. Donc on essaie de la relever à chaque fois et c'est un plaisir de vous accueillir ici à Djibouti. Et d'autant plus sur un thème très important qui est dans la mémoire du monde. Je vous assure, les ministères œuvrent au quotidien pour qu'il y ait encore plus de transcription, plus de conservation, mais surtout plus de transmission. Et donc c'est que c'est un travail vraiment, moi je dirais, herculien, hein, parce que l'Afrique est riche de ses patrimoines oraux, mais elle sera encore plus riche quand elles seront préservées, placées dans des lieux de conservation et qu'elles permettront à tous nos jeunes de pouvoir en disposer pour réfléchir dessus, les analyser et les étudier. Donc je sais que c'est un travail de longue haleine et que l'Afrique aujourd'hui est complètement engagée dans ce travail moi je dirais, de revendication de ces patrimoines culturels, avec bien sûr l'appui et le soutien de tous les partenaires. Et d'ailleurs, maintenant, à chaque fois qu'on parle de la culture et qu'on s'adresse aux différents partenaires, on nous dit « mais il y a l'UNESCO, il y a l'UNESCO ». Et on leur dit « mais non, tous les partenaires doivent travailler sur cette question tellement elle est importante, donc aussi bien pour le monde que pour l'Afrique. Et il est temps, en fait, que dans ces grands registres internationaux, on retrouve toute la richesse du monde, hein, et surtout toute la richesse du continent africain. Donc nous avons un prix-valu, nous avons beaucoup de choses à apporter, il faudra qu'on joue donc notre rôle, et notre jeunesse nous attend beaucoup sur ce point-là. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'avancées, des belles avancées, je dirais, et donc je vous félicite, autant que vous êtes ici présents ici, pour tout le travail qui est fait, et je sais qu'ensemble, on ira beaucoup plus loin. Et donc Djibouti et son gouvernement avec le président de la République, hein, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, donc tiennent beaucoup à tout ce travail moi je dirais, autour des patrimoines, mais vraiment au pluriel, et plus particulièrement tout ce qui concerne, on y travaille aussi, hein, que ce soit des documentaires écrits, oraux, sur des images. Donc là, le week-end prochain, on ira explorer les arts rupestres d'Abourma. Donc on vous invite, si vous voulez, venir avec nous. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on va y arriver. Et donc notre jeune nation... Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyas Moussa Douale, et le géant chinois du ciment CNBM Smart Industry Technology qui ont signé un accord lors d'une cérémonie officielle pour marquer le succès d'une collaboration qui a débuté en 2019 et pour transformer la cimenterie d'Alès-Sébié en une opération durable et florissante. Rappelons que la cimenterie d'Alès-Sébié est opérationnelle et vise à répondre à la demande croissante de ciment dans la région. Ce partenariat est un exemple probant de ce que la coopération internationale peut réaliser lorsqu'elle est axée sur un engagement à long terme. Lors de la cérémonie de signature de cet accord historique, les représentants de deux parties, en l'occurrence le ministre des Finances et le PDG de la société, ont souligné l'importance de maintenir des relations bilatérales solides entre la Chine et Djibouti. Ils ont également annoncé un protocole d'accord visant à renforcer davantage leur partenariat et à garantir un avenir durable pour l'usine. Il convient de souligner que depuis la signature du contrat en 2019, une série de jalons significatifs ont été franchis. Ainsi, les activités ont conclu la réévaluation du projet existant, la livraison d'équipements essentiels, le déploiement de la main-d'œuvre, l'installation d'équipements électrotechniques, la révision du logiciel du système expert et bien plus encore. Tout cela a conduit à la production ininterrompue du clinker, du ciment, marquant l'aboutissement de cet impressionnant partenariat. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le CNBM Smart Industry Technology pour l'engagement sans faille et les efforts inlassables, déclaré le ministre dans une joie inindéniable. Toujours dans cet élan, il a précisé que ce partenariat est un exemple inspirant de la manière dont la coopération internationale peut façonner l'avenir et nous sommes prêts à-t-il poursuivre cet effort pour consolider nos relations bilatérales. Par ailleurs, cette collaboration exemplaire entre Djibouti et la Chine est un modèle de réussite de partenariats internationaux avec une usine de ciment désormais opérationnelle. La cimenterie d'Alès-Sébié est bien positionnée pour jouer un rôle essentiel dans l'industrie de la construction de la région et stimuler le développement économique de Djibouti. Retour à Djibouti où la préfecture de Djibouti-Ville a procédé au lancement du premier réunion périodique de concertation des services déconcentrés de l'État. Présidée par le préfet de la ville, M. Abdi Sikir Riyad, cette réunion a vu la participation de plusieurs responsables
des services publics, à savoir l'OVD, l'ADR, la ROULOS, la protection civile, les services d'assainissement. Rappelons l'objectif de cette réunion est de mettre en place une synergie et un état d'esprit coopératif et collaboratif, mener des réflexions collectives pour l'intérêt général, de mettre en cohérence les actions publiques, sectorielles, ainsi de garantir la continuité et la cohérence dans la mise en œuvre des politiques au service de développement. À cet effet, plusieurs points ont été évoqués, dont la propreté de la ville, la sécurité routière, l'état des routes urbaines, la lutte contre la vente des drogues et la délinquance, ainsi que la réunion de concertation périodique va se poursuivre durant 15 jours au sein de la préfecture. Eh bien, le préfet de la ville a précisé qu'il est important d'avoir un esprit coopératif, collaboratif et de défendre les services de l'État pour mener les actions des services déconcentrés. Une meilleure coordination des différentes actions des services techniques de l'État pour l'intérêt général de la population, la préfecture de Djibouti-Ville a procédé aujourd'hui au lancement de la première réunion qui sera bien sûr désormais périodique. C'était une réunion de concertation des différents services techniques déconcentrés de l'État. Cette réunion a vu la participation des principaux responsables des services techniques de l'État. Les objectifs de cette rencontre consistaient, entre autres, à mettre en place une synergie et un état d'esprit coopératif et collaboratif des différents services de l'État, à mener des réflexions collectives pour l'intérêt général de la population, à échanger et mutualiser les expériences des différentes institutions étatiques, à mettre en cohérence, les actions publiques sectorielles, à recenser et identifier les défis et les difficultés récurrentes dans la régulation des actions publiques. Et enfin, à garantir la continuité et la cohérence dans la mise en œuvre des politiques de l'État au service du développement. Cette réunion périodique se tiendra, bien sûr, tous les 15 jours, comme d'habitude, à la préfecture, et il sera question, au cours des prochaines réunions, de faire le suivi et évaluation des activités réalisées au cours de cette période. Je profite de l'occasion maintenant pour remercier tous les participants, tous les responsables des différents services qui ont contribué activement à la réalisation des objectifs escomptés de cette réunion. Eh bien, je vous le dis dans le titre, à l'occasion de la dernière plénière de la 17e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, qui s'est tenue ce matin, l'ambassadeur de la République de Djibouti, délégué permanent auprès de l'UNESCO et représentant auprès du Conseil exécutif, M. Aïd Moussa Yahya, et également doyen du corps diplomatique africain et arabe en France, a attiré le Conseil sur le silence coupable face à la barbarie qui s'opère dans nos yeux dans cette maison érigée pour la paix. Il s'est étonné qu'on ne fasse pas la moindre geste, à savoir une minute de silence. Ce vibrant plaidoyer pour l'humanité que nous possédons chacun en nous a reçu à l'UNESCO un accord total et a permis à tout un chacun de prendre la parole pour s'inscrire dans la justesse et la cause palestinienne. Cette intervention remarquable et appréciée démontre, si besoin était, la position de notre pays qui s'inscrit dans une vision qui fait entendre sa voix, la juste cause de nos frères palestiniens au sein des organes décisionnels du système des Nations Unies. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'ai pris la parole pour féliciter mon ami l'ambassadeur d'Italie pour le rapport du comité qu'il préside et que j'ai l'honneur de faire membre. Mais, Madame la Présidente, je prends la parole. Depuis ce matin, nous sommes réunis comme si de rien n'était. Je prends la parole pour dire que nous sommes quand même l'UNESCO, ce qu'on appelle l'endroit où l'humanité doit s'afficher. Je prends la parole comme étant un être humain et non pas un ambassadeur. Au moment où nous voyons ce qui se passe au Proche-Orient, Madame la Présidente, je propose, comme nous le faisons chaque année au début du Conseil exécutif, d'observer une minute de silence, puisque l'on est aujourd'hui, maintenant, au moment de la minute de silence, pour toutes les victimes, car sinon, nous ne sommes pas un Conseil exécutif qui respecte ce qu'il dit.
Je crois, Madame la Présidente, il est temps de pouvoir également démontrer et montrer notre humanité face au carnage qui se passe au Moyen-Orient, et je dis pour toutes les victimes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je propose une minute de silence et je serai le premier à me lever. Thank you. We heard the proposal for the minute of silence for all the victims in the Middle East. Eh bien, lors de cette 17e session du Conseil exécutif de l'UNESCO qui s'est tenue, notre ambassadeur a également pris la parole pour l'exprimer la position officielle de Djibouti, où nous le verrons après l'appel à la prière. C'était l'appel à la prière et comme je vous le disais, l'ambassadeur a également pris la parole pour exprimer la position officielle de Djibouti sur la question palestinienne face aux agressions et aux punitions collectives qui ont vu un massacre de l'hôpital. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre excellente manière avec laquelle vous dirigez nos délibérations et remercie le Conseil pour son accord avec nous sur la demande d'une minute de silence au nom de notre humanité partagée. Madame la Présidente, ma délégation s'aligne sur les propos du Koweït au nom du groupe arabe et souhaite ajouter que dans ces périodes, le silence est complice et coupable. On dit normalement « silence on tue ». Madame la Présidente, nous ne pouvons pas, d'un point de vue moral, philosophique, cartésien, humain, accepter de mettre au même niveau la plus grande armée dans la région face à un groupe, l'occupant face à l'occupé, le droit à l'autodéfense face au massacre délibéré des civils, le meurtre des journalistes. Madame la Présidente, il s'agit de 2,2 millions de personnes dans une petite bande qu'on appelle la bande de Gaza, qu'on appelle communément une prison à ciel ouvert. Nous avons vu les punitions collectives avec le nombre et le lot de morts que nous voyons chaque jour. Madame la Présidente, Djibouti condamne avec la plus grande fermeté le bombardement sauvage de l'hôpital Al-Moudani à Gaza. C'est un crime contre l'humanité. Dans cette maison de la conscience, de cette tribune de l'UNESCO, Madame la Présidente, Djibouti souhaite rappeler qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut toujours rappeler qu'il s'agit avant tout d'une question d'occupation. Nous appelons de cette tribune, Madame la Présidente, avec toute l'humanité qui est la nôtre, à un arrêt immédiat des hostilités et à permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux civils. La République de Djibouti demande instamment une action internationale sérieuse et décisive pour assurer une protection immédiate des civils innocents, ainsi que pour contraindre l'État d'occupation à mettre fin à son agression brutale contre la bande de Gaza, une guerre qui constitue une tâche sur le front de l'humanité. Djibouti souligne enfin que le seul moyen d'instaurer une paix durable au Moyen-Orient est d'aboutir à une solution juste et globale de la question palestinienne sous toutes ses facettes, garantissant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution des deux États, à l'initiative de paix arabe et aux résolutions pertinentes de la communauté internationale. Voilà, Madame la Présidente, les quelques mots que nous voulons dire pour éveiller en nous, dans notre conscience, dans cette maison de la conscience, que nous ne devons pas être silencieux lorsque nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vous remercie. Eh bien, une autre réunion s'est tenue en Arabie Saoudite, où la réunion d'urgence tenue dans la ville saoudienne de Jeddah. L'Organisation de coopération islamique a fermement condamné ciblage flagrant par les forces d'occupation israéliennes de l'hôpital
Al-Baptiste Al-Arabi de la bande de Gaza, appelant à la levée du blocus et à la protection des civils. La déclaration finale de cette réunion a également appelé à la cessation immédiate de l'agression israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, qui compte une population d'environ 2,5 millions d'habitants. L'organisation, qui compte 57 pays membres, a exhorté la communauté internationale à fournir une aide humanitaire, médicale et de secours d'urgence, à fournir de l'eau et de l'électricité et à ouvrir immédiatement les couloirs humanitaires sûrs pour acheminer une aide urgente dans la bande de Gaza. L'OCI a également tenu Israël pleinement responsable du sort des civils dans la bande de Gaza et de la véritable tragédie à laquelle ils sont confrontés sous les bombardements. Le siège et la famine, sans électricité, sans nourriture, ni eau potable, tout en les forçant à abandonner leur maison. Eh bien, comme je vous le dis dans le titre, Joe Biden a annoncé hier soir que le président égyptien avait accepté de laisser jusqu'à 20 camions traverser la frontière, mais le convoi ne devrait pas pouvoir entrer dans l'enclave avant vendredi, le temps de remettre en état les routes. C'est une annonce attendue depuis plusieurs jours. Israël a donné son feu vert à la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les 20 camions remplis de médicaments, nourriture, eau, qui attendent à la frontière égyptienne pourront se rendre dans cette semaine dans le sud de l'enclave. Une nouvelle qui survient après la visite de Joe Biden dans l'État hébreu, approuvé par le Caire. Dans la foulée, le président américain Joe Biden a appelé à la d'escalade après une annulation d'un sommet dont les différents dirigeants des pays du Proche-Orient. Israël a accepté que l'aide humanitaire peut commencer à être acheminée de l'Égypte vers Gaza. Mais soyons clairs, si le Hamas détourne ou vole l'aide, il aura démontré une fois de plus qu'il ne se soucie pas du bien-être du peuple palestinien, a déclaré Joe Biden lors de sa conférence de presse avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'Israël. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'Institut des statistiques de Djibouti qui a clôturé un atelier de formation sur la plateforme des données ouvertes en partenariat avec la Banque africaine de développement qui s'est tenue du 16 au 19 à l'hôtel Acacia. Cette cérémonie présidée par le DG de l'INSTED, Dr Ibrahim Abdi Hadi, a vu la participation de 2 experts et de formés issus des différents partenaires sectoriels. L'objectif premier de cet atelier est de familiariser les participants avec la plateforme des données ouvertes pour une utilisation efficace dans leur activité professionnelle. Cette initiative prend tout son sens alors que la Banque africaine de développement associe la République de Djibouti à cette vision dès les premiers moments de la conception de la plateforme Open Data destinée à l'ensemble des États africains. L'importance est d'ouvrir les portes de données statiques à toute demeure particulièrement pertinente dans le contexte actuel où des données statistiques de qualité fiable et à jour sont cruciales pour le développement économique et social de nos pays. Cette collaboration entre l'Institut de statistique et la Banque africaine de développement dans l'organisation de la plateforme de données ouvertes représente une avancée majeure. Elle permettra à l'INSTED de mettre en place une plateforme nationale de données plus robuste répondant aux normes internationales, renforçant ainsi sa position en tant qu'acteur clé dans le développement de Djibouti. On va en France où, à l'instar de leurs camarades de premier groupe du 14 au 21 octobre, les étudiants du deuxième groupe d'élèves du lycée d'excellence de Djibouti ont entamé leur stage d'immersion dans les 3 lycées prestigieux de référence, en l'occurrence le lycée Louis-le-Grand de Paris, le lycée Camille Guérin de Poitiers et le lycée Henri Poincaré de Nancy. Répartis dans plusieurs classes préparatoires selon leur spécialité, les élèves du lycée d'excellence ont bénéficié d'un dispositif par binôme d'étudiants djiboutiens et français visant un partage des échanges mutuellement enrichissants. Pendant leur stage d'une semaine en France, les étudiants djiboutiens du lycée d'excellence ont pu avoir accès aux ouvrages de référence des bibliothèques et au matériel pédagogique spécifique aux écoles préparatoires. De plus, nos étudiants ont profité des équipements modernes, des laboratoires de physique mis sur leur disposition par les lycées d'accueil. Ils ont participé à des expériences pratiques encadrées par des professeurs agréés, ce qui a enrichi leur compréhension des concepts théoriques étudiés en cours. En marge des cours et des séances de labo, les élèves ont pu bénéficier des conseils précieux des professeurs français des 3 lycées de Paris, Poitiers et Nancy pour l'orientation et le choix des concours préparant à l'accès aux écoles d'ingénieurs, aux écoles de commerce et aux écoles normales supérieures.
Les étudiants djiboutiens de l'école d'excellence ont apprécié l'accueil chaleureux des chefs d'établissement et de leur personnel éducatif. Ils ont également profité pleinement de leur disponibilité, de leurs camarades français avec qui ils ont échangé leurs coordonnées pour poursuivre à distance la collaboration pédagogique très enrichissante et préparée dans les meilleures conditions. Les concours aux grandes écoles et fin d'année. Afin de pérenniser et de consolider les acquis du stage d'immersion, il a été recommandé un travail de collaboration à distance entre les lycées d'excellence de Djibouti et les 3 lycées français sur les thématiques précises répondant aux besoins des élèves dans nos domaines. Ces stages d'immersion en France étalés sur 2 semaines du 7 au 21 octobre dans les lycées français les plus prestigieux et une première étape vers la consolidation et la structuration de notre école excellence qui est destinée plutôt à devenir le Creusot, le berceau préparant l'émergence future d'élite pour le secteur de pointe de notre pays, à savoir les infrastructures, l'aéroportière, la télécommunication, les énergies renouvelables, l'hydrocarbure, la pétrochimie. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi direction le sud de la ville de l'Unité et en état d'alerte pour cause une opération de grande envergure conjointe orchestrée par la préfecture de Dikil avec le conseil régional pour mettre un terme aux errances animales, notamment de ces moutons et chèvres qui prennent plaisir à orner les rues du centre-ville de Dikil et de leur charmante création. Au cours de cette intervention, sans équivoque, des centaines d'animaux ont été rassemblés et transférés vers le parc bétail de Dikil où ils bénéficieront désormais des soins appropriés et d'une alimentation adéquate. Les propriétaires sont sommés, sont équivoques de se conformer au décret en vigueur sous peine de sanctionner en vue de la restitution de leurs animaux. Durant cette opération, des ordres d'animaux ont été délogés puis convoyés dans le parc de bétail de Dikil. Au cours de cette intervention, sans équivoque, des centaines d'animaux ont été rassemblés et transférés vers le parc à bétail de Dikil où ils bénéficient désormais des soins appropriés et d'une alimentation adéquate. Les propriétaires sont sommés sans équivoque de se conformer au décret en vigueur sous peine de sanctions en vue de la restitution de leurs animaux. Il est impératif de noter que ces opérations de collecte des animaux errants se dérouleront sans relâche dans le cadre d'un effort intransigeant visant à préserver l'hygiène de la région de Dikil. Eh bien, cette problématique concerne l'ensemble de la communauté. Il est impératif que chacun coopère activement pour préserver la salubrité de notre ville, car il va du cadre de vie de son hospitalité. Il convient de noter que cette action menée à Dikil devrait servir d'exemple inspirant pour l'ensemble de la région. La gestion des animaux errants est aujourd'hui un enjeu qui transcende. En conséquence, la préfecture de Dikil lance un appel véhément à l'ensemble des propriétaires de bétail pour qu'ils prennent sans délai les mesures nécessaires afin de maintenir leurs animaux enfermés dans les enclos appropriés. De ce fait, il est impératif que chaque citoyen prenne conscience de l'importance de maintenir dans nos rues propres et sûres. Il va des actions pour garantir des conditions de vie optimales pour les animaux, tout en préservant la propreté de la ville de Dikil, a-t-il rappelé la préfecture de Dikil. Direction le nord du pays, comme à l'instar des autres régions de la capitale, dans le cadre de préservation environnementale et de renforcement de la biodiversité, la région de Tadjoura a donné le coup d'envoi à une campagne ambitieuse de plantation d'arbres. Cette initiative officiellement lancée par le préfet de la région, Mohamed Abbas, accompagné avec différents responsables en présence du président par intérim du conseil régional, Abdourad Omar, et du sous-directeur régional du ministère de la Culture, M. Moussé, chef du village, ainsi qu'à la gendarmerie, la police et aussi les femmes de Tadjoura, et favoriser un avenir plus durable pour la région. Planter un arbre est une action noble et c'est une manière de prendre part dans la protection de l'environnement. Ainsi, au total, 200 arbres seront plantés dans la ville de Tadjoura. Les participants ont pu réaliser au cours de cette journée des activités diverses portant sur la préservation de l'environnement. La journée du 18 octobre a été une journée dans la campagne de plantation des arbres suite au lancement du Premier ministre du lancement du 16 octobre. Il y a eu, cette journée a été organisée à Tadjoura-Ville. Il s'agit des plantations de 200 arbres qui ont été implantés dont la population ainsi que l'ensemble des acteurs ont participé à cette journée qui, par la suite, fera l'objet d'une évaluation qui va être suivie dans les prochaines journées. La population
ont participé à cette opération. Nous espérons qu'elle va perdurer pour toujours, cet arbre que nous allons implanter pour que la vie de la population, le cadre de la ville aussi, puisse être amélioré. Merci. On reste toujours dans le nord, où l'ambassadeur du Japon à Djibouti s'est rendu dans le nord du pays, notamment dans la ville historique d'Obok, accompagné par deux autres diplomates, ses proches collaborateurs. Sur place, ils sont accueillis par le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Adel Migeni, et le vice-président du conseil régional, M. Ahmed Ali Mohamed. Après une brève entrevue avec les autorités de la région et la préfecture, l'ambassadeur et sa délégation se sont rendus dans le village des réfugiés de Markazi, situé à 4 km de la ville d'Obok, où le représentant de l'ONARS à Obok et le chef de bureau du HCR à Obok les ont accueillis sur place. A noter que la visite du diplomate japonais à Markazi s'inscrit dans le cadre des constats de visu par les activités de l'organisation des ICANN et l'UNFD en faveur des réfugiés. C'est dans cette optique que l'ambassadeur a notamment visité la garderie, le centre de l'UNFD, l'aire de jeu réalisé par l'ICANN avant de rencontrer les réfugiés. Eh bien, dans un climat convivial, ces derniers, après avoir remercié l'ambassadeur, la délégation de leur visite, ont tenu à évoquer leurs préoccupations. La mission de l'ambassadeur s'est soldée par la visite aussi du secteur des demandeurs d'asile, afars érythréens installés à Markazi. Eh bien, après la visite guidée dans le village des réfugiés de Markazi, la délégation conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti a une rencontre avec les autorités locales ainsi que les responsables de l'ONARS, du HCR et d'Obok. D'emblée, l'ambassadeur a remercié les autorités locales d'Obok pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui a été réservée à lui et à sa délégation. Cette visite du travail s'inscrit dans le cadre des constats de visu par les activités de l'organisation ICA, l'UNFD en faveur des réfugiés. À présent, les propos du représentant du HCR après la visite de l'ambassadeur du Japon à Obok. Pas seulement vous, ici à Markazi, mais également dans les autres localités. Au nom de vous tous, je voulais remercier le gouvernement de la République de Djibouti. Nous avons écouté les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Nous les avons tous écoutés. Mais sachez que si là où vous êtes, vous n'êtes pas dans la sécurité et la stabilité et la paix, c'est clair que même les partenaires ne pourront pas venir vous aider. Dieu merci, la paix, la sécurité, la protection, vous l'avez et c'est assuré par le gouvernement de Djibouti. Je vous demande de dire merci et applaudissez pour cela. Tous mes remerciements, comme je l'ai dit au départ, au gouvernement représenté ici par le préfet, mais je voulais aussi exprimer tout mon remerciement à son Excellence pour tout l'appui que nous recevons du gouvernement du Japon. Le préfet d'Obok, M. Moussa Adel Migeni, dans son intervention souligné que Djibouti et le Japon ont un lien très solide et a exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement japonais. L'ambassadeur est venu vous voir pour vous écouter vos doléances aussi, pour qu'il puisse aussi, surtout avec nous, Djiboutiens,
continuer l'aide du Japon, qui était vraiment essentielle ici, à Okomarkazi, avec donc ICANN, qui a beaucoup fait pour la petite enfance, l'éveil et surtout l'apprentissage des enfants de bas âge. Excellence, nous vous souhaitons la bienvenue ici à Markazi. Ahla wa sahlan. Le premier humain s'est trouvé ici, à Corne d'Afrique. Et les humains marchaient tout à fait à la direction de l'Est, avec l'espoir de soleil levant. Obok est le bout à l'est de Djibouti, où le soleil se lève. Ici à Djibouti, le soleil se lève ici à Obok. Ça veut dire, Obok est le lieu d'espoir. Courage pour vous, vous avez l'espoir ici à Djibouti et notamment à Obok. Merci beaucoup. Et dans l'actualité internationale, c'était dans le titre 4 perquisitions ont été menées par les enquêteurs. Ce mardi, 2 personnes ont été interpellées dans le cadre des investigations portant sur l'attentat qui a fait 2 morts à Bruxelles, a annoncé mardi après-midi le procureur fédéral Frédéric Van Leeuwen en conférence de presse. Le suspect décédé dans la matinée après avoir été blessé par balle a été repéré peu avant 8 heures par un témoin dans un débit de boissons. Des policiers locaux se sont rendus sur place et lors de l'intervention, des coups de feu ont été tirés par la police et le suspect a été abattu, même si les services de secours ont tenté de le réanimer avant que son décès ne soit constaté à 9h38, selon les détails donnés par le procureur. Il a indiqué par ailleurs qu'une arme de guerre et un sac de vêtements ont été retrouvés dans le café. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.